Les forces armées ukrainiennes auraient mené des frappes et endommagé la raffinerie de pétrole russe de Volgograd dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques récentes visant le secteur énergétique du Kremlin que Kiev considère comme la principale source de financement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Des photos et des vidéos ont circulé sur Telegram des habitants signalant avoir vu des drones et des roquettes ainsi que des systèmes de défense aérienne actifs. Le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, a déclaré qu'une personne avait été tuée par des éclats d'obus. La raffinerie se situe à 450 km des troupes ukrainiennes stationnées dans les territoires orientaux contrôlés par l'Ukraine à Donetsk et joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. L'Ukraine aurait également ciblé une centrale thermique à Volgorechsk, à environ 750 km de ses territoires les plus à l'est, démontrant ainsi l'importante portée de frappe de Kiev en profondeur de la Russie. Des informations font également état d'une autre frappe visant un dépôt pétrolier russe dans la péninsule de Crimée, annexée. Parallèlement, les attaques russes continuent de viser les villes ukrainiennes. 8 personnes ont été blessées et plusieurs incendies se sont déclarés après une attaque menée dans la nuit par les forces russes contre Kamiansk, dans la région de Dnipro. Selon les autorités locales, les attaques ont ciblé des habitations et des véhicules civils. La Belgique a convoqué un conseil national de sécurité après que des drones ont été repérés au-dessus de bases militaires et d'aéroports ces derniers jours. Pour faire face à cette menace, les autorités envisagent de créer un centre de surveillance de l'espace aérien et d'introduire l'enregistrement obligatoire de tout engin volant. Ces incursions de drones ont eu lieu alors que l'UE fait pression sur la Belgique pour qu'elle confisque les avoirs russes gelés détenus par Euroclear à Bruxelles afin que les prêts à la reconstruction de l'Ukraine puissent être accordés. Malgré l'absence de preuves, la Russie est largement soupçonnée d'être à l'origine des incidents liés aux drones. You must ask yourself who has benefited from this, and this is definitely Russia. I think the effect that I seek is double. One, it's intimidation of our decision makers, perhaps linked to the decisions that has to be made about Euroclear, and two, it's to try to divide the public opinion. Perhaps some people would be inclined to say, well, if only we drop Ukraine, then we will not have this problem. Le ministre belge de la Défense devrait présenter vendredi un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour une initiative anti-drone. La Belgique envisage également d'abattre tout drone qui sera surpris dans son espace aérien. Belgium specifically has learned that we need a legal framework that allows to shoot down drones, and of course we actually need the military capacity that can do this, and this will now be speeded up so that we will be ready very soon to deal with it. L'ambassade de Russie à Bruxelles a nié toute implication dans les opérations de drones dans l'espace aérien belge. Des incursions de drones ont récemment eu lieu dans de nombreux pays européens tels que le Danemark, l'Allemagne et la Norvège. La Pologne et la Roumanie ont déjà décidé de déployer de nouveaux systèmes d'armes pour se défendre contre ces drones. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce jeudi soir sur la place du Dôme à Riga, en Lettonie, pour protester contre le retrait éventuel du pays de la Convention d'Istanbul. Il s'agit de la deuxième manifestation en un peu plus d'une semaine. 5000 personnes s'étaient déjà réunies devant le Parlement le 29 octobre. Elles font suite au vote du Parlement letton la semaine dernière en faveur du retrait de ce traité international qui vise à soutenir les femmes victimes de violences. Cette décision a suscité l'indignation des organisations de la société civile qui ont vu un recul des droits fondamentaux. En début de semaine, le président letton Edgars Rinkēvičs a renvoyé la loi au Parlement pour examen qui a alors décidé de reporter la décision finale à novembre de l'année prochaine lorsqu'un nouveau Parlement aura pris ses fonctions. Les critiques estiment que ce report ne résout pas le problème. Les organisateurs de la manifestation ont souligné la nécessité pour la société de continuer à s'opposer à cette décision. L'UE dans son ensemble a adhéré à la Convention d'Istanbul en 2023, ce qui en fait un accord juridiquement contraignant pour les 27 États membres dans les domaines relevant de la compétence de l'Union européenne. Le pape Léon XIV a reçu au palais apostolique le président palestinien Mahmoud Abbas.
Cette rencontre intervient alors que le Saint-Siège et l'État de Palestine célèbrent le 10e anniversaire de leur accord global. Au cours de l'audience, le pape et Mahmoud Abbas ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation dans la bande de Gaza, insistant sur l'urgence d'apporter une aide humanitaire à la population civile et sur la nécessité de travailler à une solution politique durable. Le communiqué du Vatican souligne la priorité donnée à la paix et à l'issue d'un accord basé sur la création de 2 États. Cette rencontre prévue depuis plusieurs semaines marque la première entre le pape Léon XIV et le président palestinien depuis son élection. Avant de se retrouver au Vatican, les 2 dirigeants avaient déjà échangé par téléphone le 21 juillet dernier. Le pape avait alors rappelé les principes essentiels de toute négociation diplomatique, le respect total du droit international humanitaire, la protection des civils et des lieux saints et l'interdiction de tout recours aveugle à la force ou de transfert forcé de population. La visita di Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina in Vaticano giovedì, è servita soprattutto a sottolineare la vicinanza della Santa Sede alla questione palestinese. Di questo si è parlato nell'incontro con Papa Leone XIV, così come della soluzione della guerra a Gaza. Nelle prossime ore Abu Mazen incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Mercredi soir, 19 nouveaux mineurs palestiniens sont arrivés en Italie en provenance de Gaza avec leurs familles et leurs accompagnateurs pour recevoir un traitement médical. Les patients souffrant de maladies graves ou blessés à la suite de la guerre dans la bande de Gaza ont été admis dans 15 hôpitaux de 9 régions, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ils sont accompagnés de 93 personnes et membres de leurs familles. Il s'agit de la 16e opération d'évacuation humanitaire depuis janvier 2024. Le ministère indique dans une note que la priorité a été donnée à l'accueil d'enfants palestiniens malades qui souffrent tous de graves maladies congénitales ou de blessures et d'amputations sévères. Dans un message publié sur X, le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Antonio Tajani a déclaré que l'Italie est confirmée comme le pays occidental qui a accueilli le plus grand nombre de Palestiniens de Gaza. Beh, questa sera è un'attività complessa, in realtà diciamo nelle ultime volte è stato sempre un po' così. Ci sono 3 velivoli, 2 C-130 e un Boeing 767 che vengono dall'aeroporto di Eilat in Israele. Uno è atterrato pochi minuti fa a Milano, ce n'è un secondo velivolo, un secondo 130 che sta per atterrare qui a Roma e poi ce n'è un terzo che pochi minuti dopo atterrerà a Verona e verranno distribuite in queste città dei nosocomi che il Ministero della Salute naturalmente ha individuato assieme alla Protezione Civile e al Ministero degli Affari Esteri per curare questi minori. Au total, 750 personnes sont arrivées en Italie en provenance de la bande de Gaza, 215 enfants et leurs accompagnateurs qui reçoivent des soins dans plus de 30 structures réparties sur l'ensemble du territoire. L'Organisation mondiale de la santé et le mécanisme européen de protection civile ont collaboré aux opérations d'évacuation. Les défenseurs du climat appellent les dirigeants mondiaux à renforcer leurs objectifs de réduction des émissions, alors que la COP30 ouvre ses portes ce jeudi à Belém, au Brésil. Un groupe d'activistes a projeté des vidéos sur des bâtiments emblématiques de Rio, appelant à faire payer les pollueurs et à mieux protéger les forêts et les populations. Mardi, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié des chiffres alarmants dans son rapport annuel. Ce dernier affirme que les objectifs actuels ne suffiront pas à freiner le réchauffement de la planète, alors que celui-ci s'approche déjà dangereusement de l'objectif de 1,5 degré fixé en 2015 par l'accord de Paris. L'Union européenne, traditionnellement à l'avant-garde de la lutte climatique, devrait présenter un ensemble d'objectifs assouplis par rapport à ceux qu'elle s'était fixés il y a 10 ans. Dans le même temps outre-Atlantique, Donald Trump intensifie l'extraction minière et pétrolière sur le territoire américain, après avoir décidé de se retirer de l'accord de Paris pour la seconde fois. Dans ce contexte, et sans nouveaux engagements ambitieux au niveau mondial, les Nations Unies prévoient désormais une augmentation de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 1993, le ferry Jan Revelius quittait le port polonais de Świnoujście à destination d'Ista en Suède. Un début de traversée de la mer Baltique qui aboutit à la plus grande catastrophe maritime en temps de paix de l'histoire de la Pologne, portée à l'écran dans la nouvelle série de Netflix Revelius, disponible sur la plateforme depuis ce mercredi.
Spora część tego serialu jest dedykowana tej katastrofie i ją pokazuje. Ale też jeszcze większa część tak naprawdę dotyczy tego, co się działo potem. Opowiada o ludziach, którzy zostali na lądzie, którzy stracili bliskich, także o ludziach, którzy przeżyli katastrofę. Jest to nie tylko film katastroficzny, ale jest to też dramat, po prostu dramat społeczny, dramat sądowy. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la série s'efforce de restituer au plus près la réalité des faits. Kasper Bajon, który jest autorem scenariusza, przywertował dziesiątki akt, rozmawiał z bardzo wieloma osobami, których ta katastrofa dotyczyła, więc tu jest bardzo dużo prawdy. La production se distingue par des moyens colossaux, 120 personnages, 300 figurants et un large éventail d'effets spéciaux. Skala ilości ujęć w pełni cyfrowych, zwłaszcza ujęcia Heweliusza Promu płynącego w nocy w pełnym sztormie. To były bardzo trudne ujęcia i takiego filmu posiadających ponad 60 ujęć w pełni cyfrowych nie widziałem. Ponadto w całym serialu było około 1000 ujęć łącznie, które wymagały różnego rodzaju cięższych bądź lżejszych udziału efektów specjalnych, więc pod tym względem na pewno jest to serial wyjątkowy. Ja myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku jako Polska, ponieważ przynajmniej my z produkcji na produkcję robimy filmy bądź seriale, które mają coraz większy udział efektów specjalnych, co z punktu widzenia stopnia skomplikowania dla nas jest dość istotne, ale też ogólnie jakościowo te produkcje są coraz lepsze, dobrze zrealizowane, coraz większym rozmachem. Le projet reflète le dynamisme de l'industrie audiovisuelle polonaise. 95% tego serialu powstało w Polsce, polskimi rękami i wydaje mi się, że branża jest konkurencyjna absolutnie w skali europejskiej czy światowej. My tu żadnych kompleksów nie mamy. Hewelius est à découvrir dès maintenant sur Netflix.